suis hyper sensible au gluten et c'est vrai que le retour des blés anciens, c'est plutôt une bonne chose pour moi parce que c'est plus facile à digérer. Vous saviez que non seulement les agriculteurs ne pouvaient pas planter n'importe quelle graine, et qu'en plus les semences étaient contrôlées ? Et le plus incroyable, c'est qu'ils peuvent pas vraiment réutiliser leurs propres graines. Il faut qu'ils passent par un semencier. Alors là, on est loin de l'image qu'on a de l'agriculture paysanne. Il y a plus de 10 000 ans apparaissait l'agriculture. Nos ancêtres ont appris à reconnaître, cultiver, adapter, récolter, bref, à domestiquer les plantes dans le but de se nourrir. Mais avant de se régaler d'une bonne baguette ou d'une salade de haricots frais, il a fallu planter des graines. Plus précisément, des semences, le petit nom donné aux graines traitées et sélectionnées pour être semées. Comment les choisit-on ? Qui a le droit de les vendre ? Pourquoi est-ce qu'elles représentent un enjeu politique, économique et agronomique ? Et quel impact pour les consommateurs et consommatrices ? Avec moi pour répondre à toutes ces questions, Geoffroy Viaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable filière végétale chez Biocoop. Et Philippe Pointereau, bonjour. Bonjour. Ou plutôt rebonjour, on s'est déjà vu dans ce podcast. C'est ça, il y a un certain temps. Vous êtes agronome et vous avez coordonné le livre Le pouvoir de notre assiette, sorti en janvier dernier aux éditions Utopia. J'ai très brièvement expliqué ce qu'était une semence, mais Philippe, comment est-ce qu'on sélectionne les graines en fait ? C'est quoi les critères ? Alors les critères, d'abord, il faut bien comprendre que les semences sont très très réglementées. Alors il y a des règles, notamment sanitaires, des règles de germination, c'est-à-dire qu'on peut pas vendre des semences librement. Voilà, et les semences doivent satisfaire un certain nombre de critères, donc elles ne soient pas contaminées par un champignon, qu'elles germent, c'est-à-dire qu'il y a des tests de germination pour être sûr qu'une majorité ou l'essentiel des graines germent, qu'elles ne sont pas éventuellement contaminées par des plantes adventices. Voilà, donc ça, c'est Par déjà des plantes des plantes qui vont concurrencer les cultures, quoi. Ok. Dans les tris, on peut avoir de la datura, il y a des plantes quand même qui peuvent poser problème. Donc ça, c'est déjà les règles sur la vente. Mais après, donc il y a la production de semences. Et là, il y a trois mots clés qui sont la distinctivité, c'est-à-dire qu'elles sont distinctes des semences déjà existantes, l'homogénéité et la stabilité. Voilà, et ça, c'est une question, on verra par la suite, qui est un problème pour les bio. On y reviendra, quoi. Donc, on sélectionne des graines qui vont, j'imagine, avoir un fort rendement, puisque vous parliez aussi de graines qui vont forcément germer, donc être efficaces. En fait, on cherche à être efficace quand on choisit des graines. Alors, justement, là, vous avez introduit avec l'agriculture à 10 000 ans. Donc, en gros, on est arrivé, il y a toujours une sélection qui a été faite par les paysans. Et je dirais, depuis l'après-guerre, ça a été pris en partie par l'État. L'INRAE faisait des semences, des sélections de maïs, etc. Et maintenant, c'est quasiment contrôlé par 4 ou 5 groupes mondiaux alliés à la chimie. Alors justement, c'est ça ma question suivante, c'est on parle de la sélection, mais qui fabrique les graines ? Est-ce que c'est les paysannes qui fabriquent leurs graines ? Aujourd'hui, un peu. Ce qu'on appelle les semences paysannes. On y On a reviendra plus tard, encore ouais. des agriculteurs, on pourrait revenir des exemples qui, par exemple, sélectionnent du maïs population non hybride. Mais aujourd'hui, l'essentiel des semences est fourni par des semenciers qui sont maintenant des filiales des grands groupes, avec l'idée de toujours produire plus, quoi. Donc l'essentiel de la sélection a été d'augmenter le rendement du blé, d'augmenter le rendement du maïs. Cette sélection s'est faite quand même sur la base aussi d'un lien avec les intrants, c'est-à-dire c'est des semences qui ont besoin d'être, vous l'avez dit, traitées. Donc on traite les semences pour qu'elles ne portent pas de champignons, par exemple. Oui, avec des fongicides, des pesticides, etc. Voilà, et beaucoup d'engrais, voire de l'eau pour l'irrigation. La logique, c'est toujours produire plus, avec de plus en plus aussi tenir compte des maladies. Donc on sélectionne aussi certaines graines, variétés qui sont résistantes à tel champignon. Et puis après, sont arrivés, bien entendu, dans les années 60, les hybrides. C'est surtout le maïs qu'on a bénéficié, où là, le principe d'un hybride, c'est qu'on ne peut pas le ressemer, quoi. Si vous ressemez une graine d'un hybride, vous retombez complètement, les rendements chutent de 30 à 40%. Donc l'hybride vous oblige à racheter votre semence tous les ans. Alors ça, on va parler justement du fait de réutiliser ou de ressemencer. Parce que moi, ma question, c'est concrètement, moi, je suis maraîchère, voilà, demain, je me reconvertis. Comment je me procure des semences, en fait ? Est-ce que j'ai le droit d'aller demander à mon voisin, ma voisine, de me donner les siennes après les récoltes ? Est-ce que je peux demander à mes collègues ? Est-ce qu'il y a quoi ? Il y a des catalogues, des boutiques, Philippe, Ouais. de semences ? La réponse, c'est non. J'ai pas le droit pour- de... Non. Ah, sympa. D'abord, pour vendre des semences, il faut qu'elles soient inscrites au catalogue officiel. Donc déjà, ça limite. Et
il faut être déclaré, etc. Donc en fait, ça limite totalement le marché des semences. Et on ne peut pas non plus donner des semences dès qu'on rentre dans un système onéreux, quoi, de commercial, quoi. Oui, effectivement, le coût d'inscription des semences est prohibitif aujourd'hui pour les producteurs. C'est-à-dire, il faut payer pour... Oui, il faut payer pour pouvoir inscrire une nouvelle variété. Ah oui, Donc le producteur qui va faire la sélection au champ va être obligé de déposer une certaine somme d'argent et respecter d'autres critères techniques, donc une partie qu'a cité Philippe. Mais en fait, c'est prohibitif parce que le coût d'inscription n'est pas adapté à l'échelle d'une exploitation. d'accord. Et ça pénalise les plus petites Effectivement. productrices. D'accord, évidemment. Il y a le côté, le fait de pouvoir vendre des semences. Donc là, c'est super encadré. Donc il y a très peu de paysans qui font ça. Après, il y a la question de réutiliser de la semence. Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est ça. Alors Moi, mon ça, problème, c'est c'est que encore vous me dites autre que chose. non, on n'a pas le droit. Donc moi, j'achète mes semences, ok? Je sème, je récolte. J'ai pas le droit de refaire ma sélection avec ma récolte? Alors, déjà, comme j'ai dit, vous ne pouvez pas le faire si c'est des hybrides. Vous Ouais. ne pouvez pas le faire si c'est des OGM. Et les OGM sont interdits en France et en Europe. Donc ça, c'est réglé. Donc, vous pouvez ressemer. Beaucoup d'agriculteurs ressèment leur blé, par exemple. Mais ils doivent payer une contribution, une rémunération Une genre de redevance, à quoi. l'obtenteur, donc celui qui a déposé ce qu'on appelle un COV, un certificat d'obtention végétale. Et en fait, quand tu achètes ta semence, en fait, tu payes ce qu'on appelle une contribution qui est récoltée par les coopératives, ou ça, qui s'appelle la contribution volontaire obligatoire. Donc Ah, en fait, c'est vous paradoxal. pouvez la réutiliser, mais vous payez un droit à l'obtenteur de la semence, quoi. Mais ce n'est pas le cas pour les semences paysannes, donc celles qui ne sont pas inscrites au catalogue. Vous pouvez les ressemer aussi sans payer de cette contribution. Mais par contre, produire des semences pour les vendre à d'autres agriculteurs en tant que semences, globalement, ce n'est pas possible. Et donc, on inscrit dans la loi la dépendance des paysans et paysannes, agriculteurs et agricultrices, à des multinationales, en fait. Oui, à des semenciers. Il se trouve que à l'après-guerre, il y avait plusieurs semenciers, énormément de semenciers, mais ils se sont concentrés. Et aujourd'hui, on va dire que la majorité des semences mondiales sont dans les mains de quelques multinationales. Là, on est dans un podcast Biocoop, on va parler de bio, évidemment. Pourquoi c'est un problème particulièrement pour l'agriculture bio, en fait, cette sélection des semences et aussi leur accaparement par le privé? Déjà, comme l'a dit Philippe, la sélection est voilà, déjà par rapport à la sélection, il y a un coût. Donc, en fait, le COV, les agriculteurs donnent de l'argent pour que normalement les semenciers fassent de la sélection en fonction de leurs besoins. Donc aujourd'hui, on a vu qu'il y a pas mal de producteurs bio depuis quelques années qui se sont révoltés contre cette COV parce qu'ils ont estimé que les semences qu'on leur fournissait n'étaient pas adaptées à leur façon de produire. Donc, en fait, il y a deux enjeux autour de la semence bio. Le premier enjeu, c'est déjà de répondre aux besoins des producteurs bio, donc avoir des semences qui soient adaptées à leurs conditions de production. C'est-à-dire qu'un producteur bio qui sème de la carotte ou qui sème du blé, il va avoir besoin que sa graine lève très rapidement pour être concurrentielle contre les autres herbes qu'on va retrouver dans les champs. Alors qu'un producteur qui est en conventionnel, lui, n'a pas forcément ce besoin-là, puisqu'il va pouvoir utiliser un herbicide derrière. Donc, on voit déjà qu'en fonction des modes de production, on n'a pas forcément les mêmes besoins techniques vis-à-vis de la semence. Et donc, un producteur bio également, il ne va pas utiliser d'engrais azotés minéraux. Il va avoir besoin d'une plante avec un système racinaire plus développé qui va être en capacité de fixer les différents oligos ou éléments nutritionnels du sol. Donc, déjà par rapport à l'aspect visuel en dehors, à l'extérieur et dans le sol, on a des besoins différents. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et puis le deuxième enjeu, c'est un enjeu qui va tourner autour de l'autonomie et puis de l'accès à ces variétés adaptées pour le plus grand nombre. Donc on vient de parler du fait que les semences étaient aujourd'hui Très homogène. très homogènes et puis concentrées sur un nombre limité de semenciers. Donc il y a un enjeu pour que la sélection variétale reviennent au niveau de la production, soit des producteurs, soit des artisans semenciers, ou on va dire de semenciers alternatifs qui ne sont pas des multinationales. Parce que là, en fait, les semenciers ou les obtenteurs, comme on les appelle, si j'ai bien suivi, eux se concentrent sur la sélection de semences à gros rendement et finalement laissent une toute petite part du gâteau au bio. Oui, en fait, ils vont sélectionner des variétés qui vont... En fait, c'est simple, hein, pour inscrire ces variétés, et pour qu'elles présentent un intérêt, il faut qu'elles présentent un rendement supérieur
aux variétés témoins quand ils vont faire des essais. Et voilà, ils vont se baser sur des écarts de rendement. Et donc, ces variétés qui vont réussir à plus optimiser facilement les engrais minéraux. Certaines vont avoir des résistances à des maladies. Puis, si à un moment donné, elles ont un problème de résistance à une certaine maladie, on va avoir possibilité d'utiliser des antifongiques pour lutter contre ça. Alors qu'en bio, on n'a pas du tout les mêmes besoins. On a besoin que la variété soit résistante, qu'elle arrive à fixer tous les éléments, qu'elle soit en bonne santé pendant toute la durée de la vie de la plante jusqu'à la récolte. On avait parlé aussi du prix. Combien ça coûte aux agriculteurs bio chaque année, tout ça? Un producteur, mais il achète de la semence et cette semence, elle est certifiée, donc elle a un coût. Par exemple, si je prends l'exemple du blé bio, la semence de blé bio, ça revient à 250 € à l'hectare. Et donc, c'est pas négligeable pour un producteur bio qui va faire des grands rendements. Par contre, pour un petit producteur qui va faire que 2 tonnes, parce qu'il va pas ouvrir les terres de la Beauce, par exemple, si je prends un exemple d'un producteur qui est en Charente, qui va faire un rendement à 2 tonnes, le coût de la semence certifiée va correspondre à 25% du prix de la vente de sa récolte. Et il n'y a pas de subvention de l'État pour ça? Alors après, les producteurs bio comme les producteurs conventionnels bénéficient des aides en lien avec la PAC. Mais en tout cas, un producteur qui veut aujourd'hui être autonome, et si demain il n'y a plus d'aide, ben, il est coincé parce que c'est pas possible aujourd'hui de produire avec de la semence qui revient à 25% du produit de la récolte. Donc, il y a un enjeu aussi autour du coût de la semence. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'accessibilité, donc il y a aussi cette notion d'avoir un prix accessible. Et donc, plus il y aura aujourd'hui de gens à multiplier de la semence, et d'autant plus s'il y a des producteurs, plus il y a de chances que la semence soit aussi accessible. Depuis le 1er janvier 2022, l'agriculture bio a un nouveau règlement qui autorise l'utilisation et la vente de semences dites paysannes ou libres, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il y a une différence entre paysanne, libre? Moi, j'avais toujours entendu semences paysannes. Alors, il y a déjà un point là dans ce nouveau règlement là du 1er janvier 2022, c'est que maintenant les semenciers peuvent vendre, contrairement à la loi qu'on a dit tout à l'heure, la DHS, distinctivité, homogénéité et stabilité, du matériel hétérogène biologique. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec notamment le changement climatique, en fait, il y a de plus en plus d'agriculteurs bio qui sèment des mélanges de variétés, quoi. Ce qui fait que selon les années, en fonction des maladies, de la pluviométrie, etc., il y a une variété qui peut prendre le pas sur une autre. Et en fait, d'avoir un mélange, ça sécurise le rendement, quoi. Donc ça, déjà, ça va être possible de commercialiser ce type de semences. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, les semences sont très encadrées. Et après, bon, il y a toujours cette possibilité de sélectionner des variétés paysannes qui ne sont pas inscrites au catalogue. Alors, on a un bon exemple, c'est au Pays Basque, c'est sur le maïs, hein. On parlait du coût tout à l'heure. Donc, en plus, quand vous êtes dans le maïs hybride, bio, alors la semence, elle coûtait encore beaucoup plus cher, quoi. Donc, c'est avec d'autres facteurs de se détacher de ces semenciers. Il y a des agriculteurs au Pays Basque là, qui ont relancé une variété qui s'appelle le Grand Roux Basque. Et eux, donc, ils sont partis sur ce qu'on appelle une variété population, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des hybrides. L'hybride, c'est vous prenez finalement 2 lignées qui ont chacune leur caractère, et après, vous les croisez toutes les deux, et ça vous donne un hybride encore plus... qui fait encore des plus gros rendements. Là, on est parti sur ce qu'on appelle une sélection massale, c'est-à-dire qu'on choisit les meilleurs grains des épis. Et voilà. Et en fait, ces paysans au Pays Basque, qui sont partis d'une variété qui était quasiment à l'abandon. Ils ont été recherchés par-ci, par-là des épis. Et maintenant, ils ont une variété de maïs qui produit 60 quintaux, ce qui est un très bon rendement en sec, avec leurs propres semences, quoi. Donc, ils se sont... comme c'est leur semence, ils peuvent la semer. Alors, normalement, ils ne peuvent pas la vendre. Ils peuvent la semer, ils n'ont pas besoin de l'acheter. En plus, ils sont aperçus que c'était un maïs qui avait des très bonnes qualités gustatives. Et au départ, c'était pour faire du maïs en silage, donner à manger aux vaches, ou du maïs grain aussi pour donner aux vaches. Et maintenant, une bonne partie de ce maïs part dans l'alimentation humaine. Pour bien. faire de la polenta ou du maïs. Je pense qu'on aura retrouvé dans les magasins Biocoop. Et voilà, donc on se dit, mais comment on a pu laisser tomber des variétés comme ça, où finalement, pour les producteurs bio, c'est des semences qui reviennent, enfin, c'est une économie énorme, quoi. Parce que, pardon, hein, je pose des questions peut-être un petit peu évidentes pour vous, mais là, on parle du Grand Roux Basque.
Si à l'origine, cette semence, elle a été achetée, j'imagine que c'est sur catalogue qu'ils l'ont achetée. Non, 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 elle était. Et ils en ont retrouvé dans des monastères en Espagne. Ah, Ils ont d'accord. récupéré comme ça des épis par-ci par-là. Ils les ont cultivés, ils ont mélangé. Et après, en fait, quand ils récoltent les épis, visuellement, ils ont un certain nombre de caractères. Comment se tient l'épi de maïs, savoir s'il verse, parce qu'il y a toujours un problème, y compris pour le blé, que quand les pailles sont très hautes, avec le vent, ça couche. Et là, c'est un Ça problème. coule, Donc, ouais. il y a déjà la stabilité. Après, il y a le côté visuel. Mais du coup, Il y a le nombre faut de être un grains, peu. etc. Et c'est du boulot. Geoffroy, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Et effectivement, les monastères, mais il y a également l'INRA qui a des congélateurs et qui a conservé aussi des semences des années 50. Et certains producteurs ont fait cette démarche depuis quelques années de récupérer dans cette banque de données, banque de semences, quelques variétés. Ils ont testé sur leur terroir et puis ils ont sélectionné pendant 5 à 8 ans les variétés qui étaient le plus adaptées à leurs besoins. Pour compléter ce que disait Philippe, concernant la sélection, c'est que jusque-là, les producteurs produisaient pour eux-mêmes et ils étaient obligés de créer des associations pour pouvoir, entre guillemets, se repasser dans le cadre associatif de la semence, mais ça restait extrêmement limité. Aujourd'hui, un producteur qui a sélectionné sa propre semence, par exemple de carottes violettes qui est riche en antioxydants, il ne pouvait pas la donner à un autre producteur. Donc aujourd'hui, s'il veut, il peut la vendre à un producteur, il peut la vendre à 100 producteurs, et ça va permettre aussi de diffuser ces variétés à un grand nombre de consommateurs. Et de rendre une autonomie aux personnes qui nous nourrissent. Tout à fait. Et alors justement, comment est-ce que Biocoop s'engage dans cette résistance entre obtenteurs industriels et semenciers libres ou semences paysannes? Alors Biocoop a développé depuis de nombreuses années des partenariats avec le réseau Semences Paysannes. Et puis depuis 2 ans, on s'est rapproché également de semenciers alternatifs qui travaillent depuis une vingtaine d'années sur la sélection de semences bio dans des conditions bio. Je dis bien dans des conditions bio parce que c'est extrêmement important. Si on veut réussir à sélectionner une semence et qu'elle exprime tout son potentiel, quand demain va se retrouver chez un producteur qui est bio également, il faut que cette semence soit sélectionnée dans des conditions bio. Ces semenciers, effectivement, ne font pas non plus de semences hybrides, ils font que des semences reproductibles. Et donc, on s'est rapproché d'eux pour tester chez un maximum de producteurs des nouvelles variétés de carottes, de choux et d'autres légumes. Donc là, on teste avec eux. Il faut savoir qu'au niveau de Biocoop, ça fait déjà plusieurs années qu'on a fait le choix de vendre que des tomates anciennes véritables. Donc aujourd'hui, Biocoop vend... Parce qu'il y a des tomates anciennes qui ne sont pas véritables? Oui, il y a aujourd'hui des tomates anciennes qui sont des hybrides, donc non Qui sont reproductibles. modernes en fait. Voilà. Ah super, génial. Donc elles ont l'aspect de la tomate ancienne, mais ce ne sont pas des tomates anciennes. Alors justement, vous parlez de variétés, de variétés de carottes, de choux, tomates anciennes, mais pas vraiment anciennes. On parle aussi des avantages de certaines variétés de légumes ou de céréales. Et donc, je voudrais qu'on aborde maintenant la question de la biodiversité. Parce que d'après la FAO, qui est donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, depuis le début du siècle, la diversité génétique des plantes cultivées a diminué d'environ 75%. Et oui. En Inde, par exemple, avec le passage à une agriculture intensive et productiviste, la fameuse révolution verte, pas pour tout le monde, le pays a perdu 180 000 variétés de riz cultivées sur 200 000, ce qui est énorme. Et aux États-Unis, pour finir dans les exemples, plus de 85% des 7 000 variétés de pommes cultivées au XXe siècle ont disparu. On appelle ça l'érosion génétique et c'est dû notamment à cette sélection de variétés à haut rendement dont on parle depuis le début de cet épisode, au détriment des variétés traditionnelles ou sauvages. Alors pourquoi c'est si grave cette uniformisation, Philippe? En fait, c'est l'homogénéisation. Le problème, c'est que vous vous retrouvez avec un matériel très restreint. Et là, on est quand même dans des conditions où le climat va changer très vite. Donc avec, là, on se pose la question d'avoir des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Qui serait résiliente, comme on dit. Voilà. Il y a aussi des maladies, des insectes, des nouveaux insectes ravageurs qui arrivent chaque année. Donc en fait, ce pool de variétés, c'est un peu notre assurance vie
pour ce qui va arriver demain. C'est valable aussi d'ailleurs pour les races animales, quoi. Après, on ne peut pas non plus conserver. Avant, ce qu'il fallait voir, c'est que comme il n'y avait pas de semences certifiées, etc., avant-guerre ou juste après-guerre, finalement, chaque terroir avait sa propre variété de blé. Donc, c'est pour ça qu'on avait une grande diversité, quoi. Donc, elle peut se restreindre. Ce qui est important aussi, c'est de garder toutes ces variétés. Donc, ça coûte. Donc l'INRA le fait un peu, parce que ça veut dire vous semez un petit carré, vous récoltez, vous stockez, etc. Donc ça a un coût Dans ces énorme. fameux frigos dont on parlait. Voilà. Donc en fait, on ne peut pas non plus, je pense, conserver toutes les variétés. Mais et puis après, si on prend par exemple les fruits ou les légumes, il y a aussi un côté gustatif. On reparlait du maïs. Enfin, je veux dire, il y a une différence entre ce grand roubasque, la polenta ou la farine de ce maïs-là, et un maïs hybride qui va produire beaucoup plus. Ça n'a pas le même goût gustatif, ça n'a pas les mêmes minéraux, ça n'a pas le même... On va en parler juste après, mais moi je voudrais savoir, en termes de sécurité alimentaire, justement, c'est ça, ce serait l'enjeu de conserver ces variétés-là? Ah ben, tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on conserve un maximum de variétés de toutes les espèces pour faire face demain à des problèmes qui peuvent être encore inconnus, mais un des plus gros qui nous arrive, c'est quand même le changement climatique. Ça touche déjà la vigne. Donc, par exemple, il y a, les viticulteurs sont en train de se poser la question de changement de cépage, parce que là, on commence à arroser la vigne. C'est quand même le comble, arroser la vigne. Donc, en fait, le climat va être une raison majeure où il va falloir adapter nos plants, nos semences, avec une résistance soit aux hautes températures, parce qu'il y a la sécheresse, mais il y a aussi le fait qu'au mois de juin, on a des températures très hautes, donc il y a des plantes qui ne vont pas résister. On va aussi certainement aussi changer d'espèce, c'est-à-dire qu'il y a jusqu'où on peut aller dans des variétés, puis après, il y a carrément abandonner certaines espèces, par exemple, qui ne seront plus du tout adaptées à ces climats beaucoup plus chauds, quoi. Alors, on en parle un tout petit peu, Geoffroy, Philippe vient d'en parler un tout petit peu sur le goût, mais alors quel est l'impact direct sur les consommateurs et consommatrices de cette érosion génétique? Disons que c'est aussi une perte de qualité pour le consommateur. Donc, il y a tout un intérêt à conserver ce patrimoine génétique pour pouvoir proposer aux consommateurs des produits qui ont du goût et une valeur nutritionnelle. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des carottes violettes. Elles sont riches en antioxydants. On peut proposer dans le commerce. Donc ça, c'est un avantage santé. Je reparlais tout à l'heure également des variétés population de tomates, mais voilà, quand on mange une tomate ananas véritable, qui a poussé en pleine terre sans serre chauffée, voilà, on a un plus gustatif et des avantages nutritionnels qui sont indéniables. Et puis, on voit également que le consommateur cherche aussi de la diversité, des fois par rapport à des problématiques de santé. Il peut être orienté, par exemple, sur des variétés de blé anciens, dont le gluten est plus facilement digestible parce qu'il n'a pas été sélectionné pour être adapté aux outils modernes et à l'industrie. Oui, donc c'est vraiment, on est concerné au premier lieu, j'ai envie de dire, sur les allergies aussi. En tout cas, oui, il y a un intérêt à la fois pour l'adaptation au changement climatique et répondre aux besoins des producteurs, mais également pour aussi garantir la santé et l'accessibilité à l'alimentation. Philippe, comment est-ce qu'on peut recréer de la biodiversité? Vous avez les solutions, des clés en main? Recréer la biodiversité, c'est un peu compliqué, quoi. Mais ça dépend déjà ce qu'on appelle. Bon, il y a ce qu'on appelle la biodiversité cultivée, c'est-à-dire finalement des plantes que l'homme a sélectionnées parce qu'elles étaient finalement très concurrentes des autres. Je veux dire, souvent, par exemple, le seigle était une plante adventice du blé, quoi. C'est-à-dire une plante concurrente du blé, mais était tellement forte que finalement, on l'a aussi cultivée, quoi. Donc, aujourd'hui, on va pas... Elle a gagné son statut, quoi. Ouais. Aujourd'hui, ça paraît compliqué de mettre en culture des nouvelles plantes. Donc, concernant ce qui est cultivé, il y a vraiment l'idée de conserver toute cette diversité génétique qu'on hérite depuis de 10 000 ans de paysannerie, on va dire. Donc là, c'est un effort financier où l'État doit contribuer, Oui, parce que les paysans aussi. c'est des efforts politiques aussi, parce qu'on Tout à fait. on a On a abandonné, comme je dis tout à l'heure, l'INRA. On aurait pu imaginer que l'État contrôle, comme c'est un enjeu majeur, contrôle une partie des semences. Je veux dire, si aujourd'hui une firme vous refuse de vendre des variétés de blé, on va être embêté, quoi. Sur le maïs, par exemple, qui est hybride, je veux dire, les producteurs de semences disent, nous, on vous vend plus, ou je sais pas quoi, elles sont produites ailleurs que la France, et qu'on
peut plus importer, on est mal. Donc il y a quand même c'est quand même une sacrée dépendance de notre alimentation, quoi. Donc là, aujourd'hui, tout est parti dans des grandes boîtes semencières, hein. Alors il y en a quelques-unes françaises comme l'Imagrain, mais enfin la plupart c'est quand même notamment Bayer, etc. C'est une question de souveraineté aussi. Il y a cette question de souveraineté, mais après la biodiversité, elle n'est pas seulement cultivée. Je veux dire, aujourd'hui, là où ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans les champs de blé ou d'autres, il y avait énormément de plantes. Alors, on les a appelées les mauvaises herbes, après on les a appelées les adventices, maintenant on les appelle les plantes compagnes. Ces plantes-là, en fait, on s'est aperçu qu'elles jouaient aussi un rôle important, quoi. Parce qu'en fait, ces graines-là, donc c'est des plantes souvent à fleurs, hein, le coquelicot, le bleuet, on faisait même du miel de bleuet à une époque, bien loin, enfin pas si lointaine que ça. Ces plantes-là, en fait, c'est elles qui entretiennent la biodiversité dans les parcelles agricoles. Et si aujourd'hui, la biodiversité s'est totalement effondrée dans l'espace agricole, hein, que ce soit les insectes ou les oiseaux, c'est très bien monitoré et connu, c'est notamment à cause de l'usage généralisé des herbicides et des insecticides. Voilà. Et donc, l'agriculture biologique, c'est aussi conserver la biodiversité dans la parcelle, pas seulement la culture, mais toutes les plantes, notamment qu'on appelle aussi les messicoles. Alors les messicoles, c'est une partie des plantes adventices, on va dire, mais c'est les moins concurrentielles. C'est celles qui ont suivi le blé depuis le Moyen-Orient jusqu'ici. Elles ont leur cycle d'évolution le même que le blé, quoi. C'est-à-dire qu'elles ne vivent que dans les champs de céréales. Et en fait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un plan national d'action. Elles sont tellement menacées, alors qu'avant, elles étaient courantes. Vous regardez des tableaux de Van Gogh, vous allez voir un coquelicot. Aujourd'hui, un coquelicot, vous avez 2% de chance d'en trouver dans une parcelle de blé, quoi. Donc voilà. Donc l'agriculture biologique, elle a aussi un rôle de maintien de cette biodiversité dans les parcelles, parce qu'elle n'utilise pas d'herbicides, pas d'insecticides, et donc de la biodiversité en général qui s'effondre. Et ça, aujourd'hui, c'est pas assez connu. Merci beaucoup Philippe Pointereau, merci Geoffroy Viau. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Plus bio la vie. Merci. Merci.